тешко дека можевме да избереме подобар тајминг за интервју со францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер, кој што наскоро се заминува од земјава. Завршува неговиот 4-годишен мандат. Вечера во последното интервју што тој го дава за македонските медиуми ќе зборуваме за ова, но и за состојбите на македонската политичка сцена. Ќе разговараме малку и за Франција. Таму имаше избори минатиот викенд кои што донесоа неочекувани резултати. Останете вечерва со нас и ветуваме на вистина интересен разговор. Господин амбасадоре, благодарам што сте дел од Агента 35 и што не почестивте со вашето последно интервју пред мандатот да ви истече тука. Од оваа перспектива сега гледано, како го цените францускиот предлог, особено низ призмата на неможноста тој да биде имплементиран дома? J'entends très bien votre question. Et la vérité, c'est que cette question, je l'ai quand même entendue assez souvent depuis au cours des 2 dernières années. Mais moi, j'ai envie de répondre par une autre question. Une question, en revanche, qu'on ne pose jamais. On serait où aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette proposition ? Et ma réponse, c'est, je crois, qu'en fait, il n'y aurait pas eu d'ouverture des négociations d'adhésion, il n'y aurait pas eu de processus de criblage. Il y a probablement d'autres pays de la région des Balkans occidentaux qui seraient passés devant votre pays, la Macédoine du Nord, en ouvrant, eux, leur processus de négociation d'adhésion. Et le pays, en fait, serait sans possibilité de l'avant, possibilité d'aller de l'avant. Il resterait bloqué, comme il l'a été, en fait, été déjà depuis beaucoup trop longtemps dans son passé et jusqu'à ce compromis. Alors oui, on le reconnaît, ce compromis n'est pas parfait, mais en fait, un compromis, c'est jamais parfait. C'est en réalité conforme à l'esprit européen. Et malgré tout, je pense que cet accord, il a 2 mérites essentiels. L'un, c'est qu'il respecte l'identité nationale. Et je pense notamment à la reconnaissance officielle de la langue macédonienne. Et d'autre part, cet accord, il ouvre un chemin pour permettre au pays de reprendre son processus d'intégration européenne. Et je veux le rappeler, cet accord prévoit qu'à partir du moment où la constitution macédonienne aura été révisée, sans aucune condition, de façon automatique, il y aura une nouvelle conférence intergouvernementale et automatiquement, on pourra ouvrir le premier cluster qui porte sur les fondamentaux. Donc, je pense qu'en réalité, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir aller de l'avant avec de la volonté politique. Да, вие разбирам поентата. Моето прашање беше повеќе околу неможноста тој да биде имплементиран. Токму затоа и следното прашање ми е како цените дека новата влада ќе се постави визави овој компромис на некој начин? Дали мислите дека ќе има некакви поместувања? Je pense que l'intégration européenne fait de toute évidence partie des objectifs prioritaires du nouveau gouvernement. En fait, si j'ai bien compris et si j'essaie de résumer, il me semble que les premières priorités de ce nouveau gouvernement, ce sont l'intégration européenne, le développement économique et les réformes. Et en réalité, si on y réfléchit bien, tous ces objectifs sont liés entre eux. Parce que vous voyez, avec son plan de croissance qui prévoit 6 milliards d'euros de subventions et de prêts concessionnels, l'Union européenne va aider les autorités macédoniennes à mettre en œuvre son projet de développement économique, mais aussi son programme de réforme. Parce que ce plan de croissance contient en fait un certain nombre de critères de performance qui visent précisément à promouvoir ces réformes. Et ces réformes, elles vont par ailleurs avoir un effet direct et positif sur les perspectives d'intégration européenne du pays, puisque ce sont ces réformes qui sont attendues et nécessaires dans le cadre du processus d'intégration européenne de la Macédoine du Nord comme de tout autre pays. En réalité, toute bonne réforme qui est mise en œuvre, c'est un pas supplémentaire vers l'Union européenne. Го начнавте практично и другото прашање кое што сакам да го поставам, а се однесува баш на реформите. Веројатно не толку на дворешната политика и компромисот кој што и самите велите дека не беше совршен или би рекле можеби под очекувањата на еден дипломатски успех. Она што направи поголема штета на изборниот резултат на претходната влада беше владењето дома и имплементацијата на реформите. Како сега ја цените состојбата со македонските реформи визави европските интеграции? Каде сме на тој пат? Je pense que globalement le pays est assez bien préparé en réalité parce que ça fait longtemps qu'il se prépare. Et donc il y a des fonctionnaires, des experts qui sont compétents. Il y a des organes et des procédures en matière de coordination qui sont, à mon avis, efficaces.
Et d'ailleurs, vous avez un taux de transposition de l'acquis européen qui est non seulement bon, mais qui est probablement en fait l'un des meilleurs parmi tous les pays candidats. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des réformes de fond importantes qui ont déjà été réalisées dans le domaine des libertés publiques et des libertés civiques. Et je pense à la liberté des médias, à la liberté d'expression ou encore à la liberté d'association. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. Il faut aller plus loin. Et pour ça, je crois que ce qui est vraiment indispensable, le plus important, en plus de tout ce que j'ai dit, c'est la volonté politique et la capacité politique à entrer dans le dur des réformes. Alors, il me semble que ce nouveau gouvernement dispose des deux au moment où il prend ses fonctions. C'est dans ce sens qu'il faut aller et nous sommes à sa disposition pour l'accompagner dans ce sens. Во однос на владењето на правото, кој што ќе се согласиме дека е област каде што најслабо стоиме, вие споменавте области каде што имаме солидни поместувања, но владењето на правото за жал не е такво. Кои се вашите очекувања и пораки до новите власти? Како тука да се постават и дали во ова поле има доволно политичка воља? Ce sont les plus grands défis. Ce sont là que se concentrent les attentes des citoyens et ce sont là aussi que se trouvent les principales attentes de l'Union européenne dans le cadre du processus d'intégration. Alors, le gouvernement, comme tout gouvernement, est souverain pour décider quoi faire. Mais alors, si on me le demande, moi, mon message, ça serait de prendre en compte, en fait, toute l'expertise qui a été fournie par les institutions européennes dans ce domaine. Dans les rapports de progrès, dans les rapports de criblage, dans les recommandations ad hoc. Parce que, comme je le disais, ces réformes intérieures, elles sont d'intérêt européen. Et elles seront en réalité évaluées et évaluées de façon prioritaire dans le cadre du premier cluster du processus d'intégration européenne. Et d'autre part, il faut avoir à l'esprit que toutes ces recommandations européennes dont je parle, elles ont été formulées elles-mêmes en tenant compte de l'expertise et des avis qualifiés à la fois des professionnels du monde de la justice, mais aussi des représentants de la société civile macédonienne. Et donc, je pense que tout ceci, en réalité, constitue une excellente base pour bâtir une stratégie de réforme. Et pour le reste, l'Union européenne, évidemment, à disposition des autorités macédoniennes pour poursuivre un dialogue ciblé sur ces sujets. Et la France est d'ailleurs dans ses dispositions. Elle est dans ce cas. Elle est disposée à poursuivre le dialogue sur ces sujets et accompagner les autorités. Et à cet égard, je voudrais signaler qu'à partir du mois de septembre, nous aurons un expert national français qui sera détaché au sein du ministère de la Justice, justement pour aider avec son expertise à avancer et réaliser des progrès dans ce domaine prioritaire. Господин амбасадоре, целиот регион е во своевидна криза. Навистина имаме жаришта насекаде. Каде мислите дека во моментов има најголем проблем или каде се најголемите предизвици на Балканот? Et incontestablement, on est dans une région qui est encore traversée par des tensions, des problèmes et des difficultés. Vous avez la question du dialogue entre la Serbie et le Kosovo, vous avez la question de la Bosnie-Herzégovine, vous avez aussi la question de l'intégration régionale qui a connu des avancées mais où la situation reste perfectible. Et d'ailleurs, une partie des difficultés sont liées à celles que j'évoquais précédemment dans la zone. Et le fait est qu'il y a besoin de davantage d'intégration régionale et qu'en matière de connectivité notamment, on voit bien qu'il reste encore un grand potentiel à réaliser. Mais en termes de défis, moi je pense que si je devais en choisir un, je pense que le premier défi qui se pose à la région, c'est celui de l'intégration européenne. C'est celui de l'intégration européenne parce que d'une part, tous les États de la région, à un niveau différent, ont ce qu'on appelle une perspective européenne, c'est-à-dire une vocation à rejoindre un jour l'ensemble européen en tant qu'État membre à part entière. Et ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2 ans, il y a une accélération, il y a une intensification des efforts de rapprochement entre l'Union européenne et cette partie du monde. Et d'ailleurs, ça a commencé en réalité il y a 2 ans sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et les signes les plus tangibles, en fait, de cette entrée dans une nouvelle phase de la relation Europe-Balkans occidentaux, c'est que vous avez eu l'ouverture des négociations d'adhésion pour la Macédoine du Nord, mais aussi pour l'Albanie. Vous avez eu la reconnaissance du statut de candidat pour la Bosnie-Herzégovine et la perspective d'ouverture de négociations d'adhésion. Vous avez eu, dans un autre domaine, la décision historique également
de libéralisation des visas pour les ressortissants kosovars. Et vous avez eu, parmi d'autres mesures, l'adoption par les institutions européennes de ce plan de croissance d'une ampleur majeure pour les Balkans occidentaux. Donc tout ça est très important, mais la vérité, c'est que ce n'est pas suffisant pour que les citoyens de la région reprennent confiance dans la crédibilité et la fiabilité du processus. Et donc il me paraît indispensable que dans la période qui s'ouvre, on arrive en fait à franchir de nouvelles étapes décisives pour que vraiment il y ait à nouveau un sentiment de dynamisme et d'optimisme qui imprègne tous les peuples de la région. Et puis, il suffit qu'il y ait un pays, même parmi l'ensemble, qui arrive effectivement à franchir cette étape décisive pour que ceci crée une émulation pour les autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, mon souhait, mon vrai espoir, c'est que ce pays, ce soit le vôtre, ce soit la Macédoine du Nord, parce que je pense qu'il le mérite et je vous le dis, je pense qu'il en a la capacité. Од аспект на предизвиците во самата ЕУ, кои се тие реформи кои што според вас треба да се направат внатрешно во Унијата, пред потоа да има проширување или независно од процесот на проширување, како треба да изгледаат тие реформи, дали ќе бидат суштински, дали ќе бидат формални, како замислувате таа промена која што во самата Европа треба да се случи? Vous savez, l'histoire de la construction européenne, c'est l'histoire qui est déjà ancienne, hein, c'est plus de 70 ans, mais depuis l'origine, en fait, il y a un double mouvement. L'élargissement et l'approfondissement. Et l'approfondissement, ça veut dire en fait revoir le mode de gouvernance des institutions européennes et donc procéder à des réformes internes. Et en réalité, la question reste posée encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu de nombreuses révisions des traités. À chaque fois, l'Union européenne s'est non seulement élargie, mais elle a réussi à élargir son champ de compétences, elle a réussi à revoir aussi son mode de fonctionnement. Mais en fait, c'est un mouvement qui n'est pas terminé. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il ne s'agit même pas de l'Europe, il s'agit du monde qui l'entoure. Et le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde qui est beaucoup moins stable, qui est beaucoup plus menaçant. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important que l'Union européenne s'affirme comme un acteur qui est capable de s'imposer en fait dans ce nouvel environnement. Et donc les réformes internes, elles ont un objectif, à mon sens, tout en gardant la dimension hautement démocratique de l'ensemble, c'est d'arriver à garantir la capacité de décision de l'Union européenne. Que face aux grands défis, face aux grandes crises, face aux grands rivaux stratégiques, l'Union européenne soit capable de façon unie de prendre des décisions fortes et sans prendre trop de temps. Et c'est ça l'objectif, c'est celui de l'efficacité pour affirmer la puissance européenne. Et à cet égard, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un processus qui a été enclenché, qui est en cours. Au plus haut niveau, il y a eu déjà un certain nombre d'échanges sur ce sujet. Les différentes institutions européennes préparent des contributions pour présenter leur vue. Le processus a été initié en fait par un groupe de travail ad hoc qui était constitué d'experts français et allemands, ce qui montre aussi l'intérêt national qu'on porte à cette question et la contribution ambitieuse qu'on souhaite apporter. Et pour le reste, on verra en fait quelles sont les propositions et ce qui est adopté. Mais pour vous donner un exemple, je pense que l'une des questions sur lesquelles on ne pourra pas faire l'impasse, c'est celle en fait de l'abandon ou en tout cas de la réduction du champ des sujets qui sont décidés à l'unanimité. Токму така, предизвици ќе има наскоро и од аспект на поголемата геополитичка слика. Не очекуваат избори во Соединетите Американски држави на есен. Како мислите дека тие резултати можат да влијаат или да ја потресат трансатлантската релација? Кога зборуваме за избори имаше и во Франција викендов, па и тука имаше едни неочекувани резултати. Очигледно дека понекогаш демократијата не може до крај да се предвиди. Vous savez, je vais éviter peut-être de me référer à des situations nationales trop précises, mais récemment, il y a eu un certain nombre d'élections, et dans certaines d'entre elles, on a vu que les résultats finaux étaient absolument différents de ceux qui étaient annoncés par les médias. Alors, pour ce qui concerne les élections américaines qui auront lieu au mois de novembre, je crois qu'il ne faut vraiment pas spéculer, parce qu'en réalité, le futur est un livre qui n'a pas encore été écrit. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, avec l'administration américaine qui est en place, il y a une excellente coopération avec les Américains sur cette région et les grands sujets qui concernent les Balkans occidentaux. Il y a des occasions de rencontres récentes dans différents formats, dont ce qu'on appelle le Quint. Ces réunions sont des occasions d'échanger nos points de vue et nos analyses, mais en réalité de travailler à faire converger nos points de vue également dans l'objectif de pouvoir défendre des positions communes. Et sur tous les grands dossiers
qu'on a évoquées, qui concernent la région depuis le début de cette interview, je pense qu'il y a une convergence en fait euro-américaine qui est extrêmement forte, et je pense que ça, c'est vraiment très bon pour la région, et c'est un acquis qu'il faut absolument préserver. Интервјуто го правиме на завршување на вашиот мандат, па може би ли да направиме една вака ретроспектива, би рекла, на тоа што додека бевте тука во последниве 4 години, што беше она што беше може би најголем прогрес или област некоја каде што видовте најголемо назадување или најголема мака, а што беше она каде што најдобро стоеше државата? Bon, je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est que durant cette période de 4 ans, on a assisté en fait à une intensification inédite de la relation bilatérale franco-macédonienne. Je pense qu'au plan politique, il y a une visite historique de l'ancien Premier ministre à Paris. Il y a eu un nombre de visites ministérielles, y compris de la part de membres du gouvernement français dans ce pays qui était absolument inédit, sans précédent dans l'histoire récente. Pour vous donner un exemple, en l'espace de 4 ans, moi j'ai accueilli 4 membres du gouvernement français à Skopje. C'est autant en un an que tout ce qu'on avait fait dans les 10 années précédentes. On a un dialogue interparlementaire qui a toujours été riche, mais qui s'est également intensifié. On a lancé il y a 3 ans un processus de consultation politique. Si on entre même dans des questions un peu de boutique, l'ambassade s'est sensiblement développée avec la nomination d'un 3e diplomate. Dans les institutions macédoniennes clés, on va avoir à partir de la rentrée 3 experts français qui sont détachés pour fournir leur expertise et aider aux programmes de réforme nationaux. Et puis dans le domaine économique, où il y a quand même un rattrapage à accomplir, on est entré dans une nouvelle phase parce qu'aujourd'hui, ce qui change la situation, c'est qu'on a un nombre significatif de grandes entreprises françaises qui s'intéressent activement au marché macédonien et qui ont des offres commerciales, d'investissement qui sont formulées et qui sont dans l'attente d'un signal favorable. Et j'ajoute qu'au plan culturel et notamment au plan linguistique, on a fait des efforts inlassables, quasiment quotidiens, pour défendre et promouvoir l'apprentissage du français dans toutes les écoles du système de l'éducation nationale macédonienne où cette langue est enseignée. Et là aussi, on a des premiers résultats qui sont très encourageants. Donc tout ça, c'est un motif non seulement de satisfaction et de fierté, et en même temps, si vous m'interrogez sur ce qui correspondrait à ma frustration, c'est les mêmes sujets. Parce que sur les mêmes sujets, on peut faire encore plus sur chacun d'entre eux. Alors simplement, cette frustration, ce que je pense, c'est qu'elle est personnelle et elle est passagère. Moi, je vais partir dans quelques semaines, mais j'aurai un successeur. Il y a une continuité de l'État et la relation bilatérale, elle ne va pas s'arrêter. Au contraire, elle va se poursuivre et elle va s'intensifier. Et je pense que cette frustration personnelle et passagère, j'ai bon espoir que dans les semaines, les mois qui viennent, dans la période qui s'ouvre, elle se transforme en un grand sentiment de satisfaction mutuelle. Интервјуто би го завршила со малку поличен осврт, ако може за нашите гледачи да откриете вам лично, додека бевте тука во Северна Македонија последниве 4 години, што е она што ви остави најмногу впечаток, кои спомени ќе си ги понесете со себе, може би некоја интересно доживување или некаков настан, случка? Vous savez, je vais partir dans quelques semaines après avoir vécu 4 ans dans ce pays. Donc la vérité, c'est que je commence déjà un petit peu à me projeter dans ma vie d'après. Et alors que je suis encore ici, je sens déjà une espèce de nostalgie. Et je pense que votre pays est un pays qui est attachant. Et si j'essaye de définir pourquoi, d'abord c'est un pays qui est beau. Mais je pense que c'est pas ça. En réalité, c'est les gens. Les gens sont attachants. Et en réalité, moi, pendant ces 4 ans, j'aurais eu des expériences personnelles avec un certain nombre de Macédoniens, des gens qui ont des responsabilités, des gens ordinaires qui m'auront marqué. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais c'est pas qu'il y a des secrets à préserver, mais c'est simplement que ça relève un petit peu de l'intime. Mais quand même, il y a un souvenir que je voudrais bien partager avec vous. C'était 1 an après ma prise de fonction, j'ai remis les insignes de la Légion d'honneur à Madame Ilinka Mitreva, l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Et c'est une dame que j'ai appris à connaître à cette occasion. On s'est beaucoup revus ensuite. On a développé, je crois, une vraie amitié, une bonne compréhension mutuelle. Je crois que c'était une femme qui était ce qu'on appelle une femme d'État de la langue française, c'est-à-dire que c'est une femme qui pensait moins à son ambition personnelle qu'aux intérêts supérieurs du pays, qui s'est engagée toute sa vie dans ce sens-là, qui avait une compréhension profonde aussi du sens de l'amitié entre nos 2 pays.
Et moi, j'ai été très fier de pouvoir lui remettre cette décoration qui est la plus haute décoration française. Je pense que c'était une grande dame macédonienne et une grande dame universelle et je ne vais pas l'oublier. Ви благодарам за овие пораки, благодарам и за интервјуто, ви посакувам многу среќа понатаму во вашата кариера и сигурно се гледаме во некоја друга прилика кога ќе бидете на некоја друга позиција. Thank you, merci. Во последна емисија на Агенда 35 за оваа сезона ќе отвориме една нова интересна тема. Ви посакуваме пријатни летни одмори и се гледаме на есен.